どうやらわしも天命を全うする時が来たようだ。わしはこの世界をうまく導くことができなかった。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う？わかんねえ。そんなこと。俺はジライアを信じることができなかった。いや、自分自身を。だがお前は俺と違った道を歩く未来を予感させてくれる。お前を信じてみよう。渦巻ナルト。Lorsqu'on est jeune, on préfère les gentils. En grandissant, on préfère les méchants. Globalement, dans Naruto, cette citation prend tout son sens. En réalité, ce qui selon moi a rendu l'œuvre Naruto aussi populaire qu'aujourd'hui, c'est bien son sens et sa philosophie. En effet, comme toute bonne œuvre, Naruto contient ses faiblesses et ses atouts. Mais ce qu'on peut absolument pas lui retirer, c'est bien le développement profond de chaque personnage. Parce que oui, en chaque personnage on peut se reconnaître, protagoniste comme antagoniste. Et justement, par-dessus le fait d'être le gentil ou le méchant, ce qui fait la force de Naruto, c'est que chaque personnage a son histoire et que chacun de ses actes est compréhensible. On peut se retrouver en chaque personnage comme Nagato, Lee ou bien encore Naruto, parce que chaque personnage a son passé et des objectifs à atteindre. Que ce soit la force ou bien la reconnaissance, pour Naruto et Rock Lee, qui l'un voulait prouver qu'il était possible d'être un grand ninja sans utiliser le ninjutsu, ou encore l'autre qui voulait juste être accepté à sa juste valeur. Dans tous les cas, les deux ont dû travailler d'arrache-pied pour se faire respecter. Le travail, la discipline et la foi. Ces trois valeurs ont été cruciales pour les deux personnages comme pour tout le manga. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas pour tout le monde. 世界に痛みを。La souffrance. S'il y a bien un sentiment connu de tous dans Naruto, c'est bien la souffrance. Et c'est justement lorsqu'une personne vient à connaître cette douleur qu'on peut reconnaître sa force ou sa faiblesse. Et mis à part quelques exceptions, tous les personnages qui ont connu ce sentiment ont fini par sombrer un jour ou l'autre. Et pour les malheureux qui n'avaient pas la chance d'avoir quelqu'un à leur côté, la plupart d'entre eux ont fini par complètement s'écarter de la voie qu'ils avaient choisie au départ. Et dans ce cas-là, on pourrait citer Obito, qui dès son plus jeune âge était clairement voué à finir comme Naruto. Il rêvait d'être Hokage, il avait Rin à ses côtés, il était bon envers tout le monde, mais malheureusement, le jour où tout a basculé, sa lumière a cessé de briller. Et justement, c'est bien plus tard qu'il finira par retrouver cette lumière en Naruto. Et justement, c'est ça qui lui fera péter les plombs lors de la 4e grande guerre ninja. Parce que pour lui, là où il avait sombré, Naruto, lui, continuait naïvement à croire en ce monde. D'ailleurs, là, je parle d'Obito, mais c'est absolument pas le seul à avoir perdu son calme face à Naruto. Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, Nagato lui aussi avait perdu son sang-froid. Après, Nagato, c'est encore un autre cas, parce que Obito, c'est vraiment grave. Le mec a pété les plombs, il est devenu le plus grand criminel de tout le manga, tout ça parce qu'il avait perdu Rin. Dans ce cas-là, heureusement que tout le monde n'était pas comme lui. Mais bon, comme je l'ai dit, Obito n'avait personne pour le relever. Alors que Naruto, il avait Iruka, Kakashi, Jiraiya, Tsunade, Hinata et tout le reste du village. Comme quoi, tout peut arriver à tout le monde. Parce que là, si Naruto n'avait pas tout ça à ses côtés, bah lui aussi aurait fini par sombrer. D'ailleurs, on l'a bien vu face à Pain. Si Minato n'était pas intervenu, que serait devenu Naruto? Encore une fois, pareil face à Obito et Madara. Si Hinata n'était pas là, que serait devenu Naruto encore une fois? Ça paraît petit parce que c'est juste des tout petits détails, mais ça fait toute la différence. Et à l'arrivée, ces petits détails ont sauvé complètement la personne. Mais du coup, pour en revenir à Nagato, ce qui fait que selon moi c'est un très très bon personnage, bah c'est son histoire. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut comprendre la personne et par la suite, potentiellement approuver ses actes. Alors, est-ce que je comprends Nagato? Bien sûr que oui. Mais est-ce que je cautionne ses actes? Non. Toutefois, ça ne m'empêche en aucun cas de comprendre ses actes. Parce que lui au moins, il a le mérite d'avoir essayé. En effet, après avoir suivi les enseignements de Jiraiya, Konan, Yahiko et Nagato, qui partageaient le même rêve, décidaient d'en faire une réalité. Pour ça, ils ont tout d'abord créé Akatsuki, une organisation que Yahiko avait créée pour apporter la paix. Mais malheureusement, et comme on le sait, leur projet d'apporter la paix qu'ils avaient entrepris au départ fut de courte durée puisque la mort de Yahiko viendra impacter le destin de Nagato et Konan. Et à ce moment-là, même si Nagato avait perdu espoir en ce monde, il est entre guillemets resté fidèle à lui-même. Oui, absolument, il avait déjà prévenu Jiraiya que peu importe la manière, il apporterait la paix un jour ou l'autre. Et même si, heureusement pour le monde, Naruto l'a vaincu, je pense qu'on peut dire que indirectement, lorsqu'il a mis ses espoirs en Naruto,
il a lui aussi vu son rêve être accompli. Et du coup, c'est aussi le cas pour Obito, parce que lui aussi a accompli son rêve à travers Naruto. Et c'est aussi le cas de Jiraiya, Itachi, Minato, Kushina, etc., etc. d'ailleurs. Par contre, c'était absolument pas le cas pour Madara, parce que ce mec-là, il était trop têtu, et à aucun moment il a mis ses espoirs en Naruto. Jusqu'au bout, il est resté déterminé, et ça c'est vrai. Carrément par-delà la mort et à travers Obito, il a continué à mettre son plan en marche. Donc, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le secret de Uchiwa, je pense que Madara était vraiment perdu, il y avait vraiment plus rien à faire pour lui. Hashirama a tout essayé, il a même été obligé de le tuer. Naruto et Sasuke ont eux aussi essayé, mais ils étaient pas assez forts pour l'arrêter. Parce que oui, ces mecs-là, faut leur parler, mais il faut aussi être assez fort pour pouvoir les vaincre. Parce que tant qu'ils sont pas sur les rives de la mort, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Et ça, Hashirama comme Naruto pourront en témoigner. Parce que oui, à l'époque, Hashirama avait réussi à ramener Madara au village, mais comme on l'a vu, ça n'a pas duré. Madara était bien plus déterminé que Sasuke. Et si on rajoute à ça la manipulation des Zetsu noirs, alors c'était quasiment impossible de le ramener. Alors voilà à quoi la haine et la souffrance de Madara l'aura emmené. Il était impossible que Madara revienne complètement à la raison. Non seulement il avait perdu tous ses frères, et de toute façon, Izuna voulait à tout prix que Madara venge le clan. Alors oui, Madara était seul au monde, et même si Hashirama lui a tendu la main, ses émotions ont submergé sa raison. Il était seul avec sa haine et sa souffrance. Et étant une réincarnation d'Indra, alors tous les ingrédients étaient réunis pour Zetsu. Et du coup, comme dit plus tôt, seuls les personnages soutenus par leur entourage ont réussi à surmonter cette douleur. Et je pose ça là, mais tous les personnages du manga, y compris Naruto, qui ont perdu des êtres chers, ont tous fini par sombrer, ou alors ceux qui ont réussi avaient des personnes à leur côté. Les deux personnages qui ont réussi à remonter la pente tout seuls, c'est Hashirama et Itachi. Enfin bref, tout ça pour dire que peu importe qui on est, en grande majorité, on est tous égaux face à la douleur. Maintenant, notre force pour la surmonter peut très bien venir de notre entourage. Cependant, il y a toujours des exceptions, et Hashirama, Shisui et Itachi en font partie. D'ailleurs, puisqu'on parle de la souffrance dans Naruto, qui, il faut le reconnaître, a été le plus gros fardeau de l'œuvre, puisqu'étant dans un univers rempli de guerres, il était évident que ça donnerait lieu à la souffrance. Puisque les guerres entraînant la mort, la perte des personnes chères entraîne la souffrance. Souffrance qui, une fois rencontrée, entraîne la haine. De cette haine, on en tire de la vengeance. Puis, hypocritement, c'est au nom de l'amour qu'on fait la guerre. Et c'est donc là qu'on se rend compte que Madara avait bel et bien raison sur l'état du monde shinobi. C'est au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Le monde ninja a longtemps été plongé dans cette boucle. Et est-ce qu'il arrivera un jour à s'en débarrasser pour de vrai? Ça, je ne sais pas. Parce que oui, ça peut paraître évident que pour protéger les siens, on puisse éliminer les autres. Cependant, à quel moment intervient la véritable paix? Même Hashirama, qui avait réussi à instaurer le système des villages, à rétablir l'équilibre entre tous les pays, oui, même cet homme-là a été victime du cycle de la haine. Parce que même s'il a épargné un bon nombre de personnes sur son chemin, au final, même lui a été obligé de tuer Madara. Et c'est vrai qu'après ça, il a quand même réussi à instaurer la paix, mais malgré tout, il a quand même été victime du cycle de la haine. Tandis que Naruto, lui, a été différent de Ashura et Hashirama, parce que c'est le seul qui a réellement réussi à faire revenir Sasuke. Maintenant, il faut bien le reconnaître, la souffrance a été le plus gros fardeau de l'œuvre, comme je l'ai dit. Par contre, si on veut en tirer ne serait-ce qu'un peu de positif, alors il faudrait voir au-delà de ce que ça a entraîné à grande échelle. Car certains personnages comme Naruto et Hinata ont eux aussi particulièrement souffert. Toutefois, comme il existe plusieurs types de souffrances, certains peuvent souffrir de douleurs physiques ou de la perte d'un proche ou autre, Naruto et Hinata, eux, ont souffert de la même chose. D'un côté, l'un naît sans rien et devient orphelin, mais de l'autre, Hinata naît d'une noble famille. Mais très tôt, elle viendra à tout perdre. Tout perdre parce que son père l'a jugée trop faible. Cependant, dans une famille aussi noble que les Hyuga, la faiblesse est interdite au sein du clan. Pour cette raison, son père finira par la renier, laissant ainsi sa jeune fille s'enfoncer dans les moqueries et dans la solitude. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que bien qu'étant reniée par son père, Hinata n'en reste pas moins une membre de la Soke. Et donc forcément, dû à son statut, elle aura toutefois droit à des domestiques pour accourir à ses services. Mais là où Hinata n'avait plus personne pour vraiment la soutenir, elle fit connaissance de celui qui deviendrait plus tard son mari. こんなとこでどうしたんだ？泣いてじゃわかんねえってばよ。お前、家はどこだ？仕方ねえな。ほら、行くぞ。Naruto Uzumaki, lui qui était vraiment seul, qui n'avait personne à qui raconter ses journées, qui n'avait personne pour lui faire à manger, c'est en lui que Hinata retrouva la lumière. Un garçon qui, comme elle, souffrait de la solitude. Cependant, là où Hinata subissait totalement sa situation, Naruto n'en faisait au contraire pas une fatalité. Ainsi, aussi déterminé qu'il est, il décida de devenir Hokage. De cette façon, il pourrait non seulement être reconnu à sa juste valeur, mais en plus de ça, prouver que même en partant d'en bas, on peut finir en haut. Toutefois, pour toute personne venant d'en bas, on sait combien il est difficile de s'en sortir. Pour y arriver, il faudra rester fort. Là où on pourra chuter, notre Nindo et notre entourage nous rappelleront qui on est, d'où l'on vient et où on va. Ainsi, Naruto et Hinata adopteront le même Nindo, ne jamais revenir sur sa parole.
Ainsi, liés par leur fardeau et leur détermination, leur volonté de ne jamais revenir sur leurs paroles, de ne jamais abandonner mais aussi et surtout liés par leurs sentiments, les deux personnages finiront par se marier et fonder une famille. D'ailleurs, puisqu'on parlait de la volonté, allons sans plus tarder vers le prochain sujet. その年で焦ることはない。いずれその時が来る。その時までその命、取っておけ。 La volonté. S'il y a bien un très grand message dans Naruto, c'est qu'il ne faut surtout jamais abandonner. Cependant, pour ne rien lâcher, il faut un minimum de volonté. Dans Naruto, et plus particulièrement à Konoha, la volonté est représentée par la Hinoichi, la volonté du feu. Mais comme vous le savez bien, cette volonté n'existe pas que à Konoha. Elle est présente dans tous les villages, cependant, elle est renommée d'une façon différente. Toutefois, la volonté qu'on a observée tout au long du manga est bien la Hinoichi, la volonté du feu. Les désirs de protéger les siens et son village au périple de sa vie. Et ça sans condition, qu'il soit ami ou pas, proche ou pas, membre du même clan ou pas, si cette personne fait partie du village, alors ils donneront leur vie pour protéger celle des autres. Et je sais pas vous, mais personnellement, je trouve ça magnifique. Une telle solidarité, une telle détermination à protéger les siens, moi je trouve ça absolument incroyable. Et même si c'est vrai que comparé au monde actuel dans lequel on vit actuellement, ça peut paraître utopique, j'ai quand même espoir que beaucoup portent en eux cette volonté de protéger les siens, quitte à y laisser leur vie. Ainsi, règne à Konoha cette flamme qui, peu importe la difficulté et les conséquences, ne cessera de brûler en chaque ninja du village. Et pour citer quelques personnages dont cette volonté vivait immensément en eux, j'aimerais d'abord citer Itachi Uchiwa, car beaucoup ne se rendent pas compte, mais même Hashirama a reconnu sa valeur. C'est pour dire à quel point Itachi était animé de cette volonté. Pour protéger son village, il a même été jusqu'à éradiquer son propre clan, sa famille, et vivre hors du village dans une organisation ennemie. Et même lorsqu'il était hors du village, c'était pour protéger Konoha à sa manière. Alors comme le disait Sasuke, au fond, le véritable Hokage c'était bien Itachi Uchiwa. Parce que là où Hiruzen n'a pas eu le cran d'assumer ses convictions, c'est Itachi qui a pris ses responsabilités à sa place. Alors oui, le véritable Hokage de Konoha c'était bien Itachi Uchiwa, et ça à l'âge de 14 ans seulement. D'ailleurs, Danzo lui aussi était énormément animé par cette volonté. Cependant, là où Hiruzen représentait la lumière de Konoha, Danzo représentait quant à lui sa part de ténèbres. Ainsi, il s'engagea à protéger son village par tous les moyens, quitte à employer les méthodes les plus sombres. Et en soi, même si on peut détester Danzo, ça n'empêche qu'il a pris ses responsabilités pour assumer ce rôle. En gros, Danzo et surtout Itachi ont payé pour la lâcheté du Sandaime. Parce que oui, faut arrêter de croire que Hiruzen c'était le vieux papy tout gentil, qui se faisait abuser, qui était naïf. Non, lui aussi il a énormément sa part dans le massacre. Et étant donné qu'il était le Hokage, c'est surtout de sa faute si ça arrivait. Et à vrai dire, il était pas totalement contre le massacre des Uchiwa. Parce que ceux qui ont suivi seulement l'anime, oui, c'est vrai que Hiruzen il paraît comme étant le vieux, qui se fait abuser, qui veut sauver tout le monde. Alors qu'en réalité, dans les romans d'Itachi, ça se passe pas réellement comme ça. Donc non, Hiruzen n'est absolument pas innocent dans cette histoire. Cependant, je peux très bien comprendre qu'il ait eu cette méfiance envers les Uchiwa, parce que en réalité, quand on voit comment ils ont réagi tout au long de l'œuvre, je peux très bien comprendre ses doutes. Cependant, s'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que si Hashirama, Naruto ou Minato étaient au pouvoir à cette époque, l'avenir et le destin du monde Shinobi auraient été très différents. Ensuite, bien évidemment, je peux pas passer sans citer Hashirama Senju. Sa volonté est celle dont tous les ninjas de Konoha ont hérité après lui. Et d'ailleurs, cette flamme de la volonté continue jusqu'à ce jour à brûler dans Boruto. Cependant, même si cette volonté a été un élément très important de l'œuvre Naruto, la volonté personnelle de chacun n'en reste pas moins importante. Sans elle, tant d'objectifs n'auraient pas vu le jour et n'auraient donc forcément pas abouti. Pour citer quelques exemples, on pourrait parler de la volonté de Naruto de ramener Sasuke au village, de Nagato et son désir d'apporter la paix, ou encore du rêve de Yahiko. Mais Madara et Obito étaient eux aussi très déterminés à mener à bien leur quête. Cependant, une chose les différencie de Naruto et Hashirama, et cette chose, c'est l'amour. Et c'est pas pour rien que Naruto et Hashirama sont tous deux les réincarnations d'Ashura. Ils ont tous les deux hérité de la volonté de leur ancêtre. Et même si, comme Agoromo l'a dit, Naruto était différent, ça n'empêche que je me pose cette question. Comme précisé par Zetsu, Indra et Ashura se sont réincarnés de nombreuses fois et sur plusieurs siècles. Mais c'est seulement à la génération de Madara et Hashirama que les choses ont commencé à avancer. Alors, est-ce que les deux frères martyrs n'ont pas trouvé leur réponse au fil du temps jusqu'à se réconcilier en Naruto et Sasuke ? Pour moi, c'est une théorie qui est complètement plausible, puisque comme on le sait, lors d'une époque, Madara et Hashirama avaient entre guillemets réussi à se réconcilier. Cependant, comme dit plus tôt, c'était quasiment impossible de vraiment ramener Madara. Il était beaucoup trop déterminé, et si on rajoute à ça la manipulation de Zetsu, alors ça complique encore plus les choses. Cependant, Sasuke, contrairement à Madara, n'a pas été influencé par Zetsu et n'a pas été poussé vers l'éveil du Rinnegan. Alors peut-être, et je dis bien peut-être, que Indra et Ashura se sont mis d'accord en Naruto et Sasuke, et non Naruto et Sasuke d'eux-mêmes. Mais bon, ce n'était qu'une théorie, alors donnez-moi votre avis en commentaire. Mais bref, pour en revenir à la volonté qui anime les personnages,
Comme je le disais, celle qui différencie celle de Naruto et celle de Sasuke par exemple, c'est seulement la perception de cet objectif. L'un souhaite l'apporter par l'amour et l'autre souhaite l'apporter par la peur. Là où Naruto tente de tisser des liens pour bâtir cette paix, Sasuke envisage quant à lui de devenir l'ennemi commun du monde afin que celui-ci puisse diriger toute sa haine vers lui. Ainsi, tous les peuples de la Terre seront liés par cette haine envers leur bourreau. Et donc, ils ne se livreront plus la guerre entre eux-mêmes. Malgré tout, bien qu'ayant perdu son combat idéologique face à Naruto, peut-on traiter Sasuke de demeuré? Parce que si on observe bien, les 5 pays se sont réunis uniquement parce qu'ils avaient un ennemi en commun. Alors si Akatsuki n'avait pas été le grand ennemi commun, l'alliance ninja aurait-elle vu le jour? On va pas se mytho, c'est peu probable. Parce qu'à cette époque, les deux seuls villages qui entretenaient une bonne relation, c'était Suna et Konoha. Alors ça aurait été impossible de voir une alliance ninja si Akatsuki n'avait pas été là. Et justement, c'est ça qui est très fort dans Naruto. Chaque personnage est motivé par des objectifs concrets. Et là où au départ l'œuvre nous présente des objectifs surtout personnels, au fil de l'œuvre, Masashi Kishimoto nous expose des objectifs bien plus nobles, à plus grande échelle et allant même jusqu'à impacter des populations entières. C'est justement pour ça qu'on peut comprendre Sasuke. Car même si la manière d'y parvenir est réfutable, ça ne change absolument rien au fait que le but final de Sasuke soit la paix. Cependant, comme on l'a dit, le seul détail qui différencie leurs deux visions, c'est la manière d'y parvenir. Mais ça, bien sûr, c'est sans compter les nombreuses voies qu'a emprunté Sasuke. Que ce soit la vengeance de son clan en tuant son frère, la destruction de Konoha lorsqu'il a finalement appris la vérité sur Itachi, ou encore la rébellion qu'il avait entrepris en renversant le système en place. Au fond, la leçon de l'histoire, c'est que comme l'avait dit Madara, pour manipuler une personne, il faut réveiller la part d'ombre qui sommeille en elle. Et justement, c'est quelque chose que Obito a très bien utilisé sur Sasuke. Parce qu'au final, ce qui lui a permis de le manipuler, c'est bien la haine que renfermait Sasuke. Donc la leçon, c'est que lorsque les émotions prennent le pas sur la raison, il suffit d'une personne mal intentionnée pour manipuler cette dernière en sa faveur. D'ailleurs, quelle humiliation pour Madara, parce que lui-même a subi cette manipulation, et ça par-delà la mort. Alors troller Obito alors que toi-même tu te fais troller, bon, on va rien dire. 生きてるとは思わなかったぜ、ボルト。カワキ、その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。俺は悪い夢でも見てんのか。 Bon, pour commencer, il y aura forcément du spoil pour ceux qui n'ont pas vu les scans ni l'animé, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous mettrai un timecode pour continuer à regarder la vidéo. Les deux frères Uzumaki, l'un l'est du sang et l'autre l'est du cœur. L'un est entre guillemets avec tout, en étant le fils du Hokage, le fils de Hinata, en ayant des amis, etc. etc. Tandis que l'autre vient de très loin, en ayant été vendu par son père, en ayant été maltraité par Jigen. Enfin bref, durant son enfance, il a à peine été traité comme un humain. Et comme on le sait tous, Kawaki n'a pas été le seul à avoir été traité de cette façon. Mais là où beaucoup n'ont pas eu la chance de s'en sortir, Kawaki a eu le bonheur de rencontrer Naruto. Et tout comme Boruto était le soleil de Mitsuki, le soleil de Kawaki, c'était le Hokage orangé. Et petit à petit, voyant que Naruto le protégeait comme son propre fils, il développa un sentiment puissant envers celui-ci, promettant de le protéger envers et contre tout. Mais malheureusement, quelque chose viendra briser cette famille qui avait pourtant l'air unie. Boruto, renfermant en lui la menace des Otsutsuki, était forcément une menace pour le village. Mais au-delà d'être une menace pour le village, pour Kawaki, Boruto est premièrement une menace pour le Nanataime. Cependant, Naruto est ce qu'il y a de plus précieux pour Kawaki. C'est pour cette raison qu'il souhaite le protéger, et ça, même s'il doit y laisser sa vie. Et par-delà sa propre vie, à aucun moment il hésitera à ôter la vie à quelqu'un d'autre. Et ça, comme on l'a vu, même s'il s'agit de son propre frère. Et là, on se rend compte que si on revient en arrière, ça correspond totalement à ce que disait Hashirama. Que ce soit quelqu'un, son frère ou alors ses propres enfants, jamais il ne laisserait quelqu'un détruire son rêve. Et son rêve, c'était le village de Konoha. Alors on peut être tenté de dire que ouais, c'est bien parce qu'il protège le village, mais non, en réalité, il protège seulement Naruto. Et tellement son désir de le protéger est immense, il l'a même jeté dans une dimension avec Hinata. Et moi, là où je trouve que le comportement de Kawaki est ultra abusé, c'est que là, c'est même pas la volonté du feu, c'est la volonté de Naruto. Et en réalité, c'est même pas la volonté de Naruto, parce que lui-même ne veut pas qu'il réagisse comme ça. Alors maintenant qu'on assiste à tout ça, on a le droit de se demander, est-ce que un jour les hommes arriveront à se comprendre ? Honnêtement, pour moi, c'est impossible. En tout cas, ici-bas dans ce monde, c'est strictement impossible. Car comme l'a dit Minato, tant qu'il y aura l'amour, il y aura la guerre. Et même si Naruto a résisté au cycle de la haine, il n'en reste pas moins spectateur. Puisque là où on pensait que Naruto l'avait brisé à la fin de Naruto, tout porte à croire que dans Boruto, ce cycle existe toujours. Pour protéger les uns, on sacrifie les autres. Et même si la menace est cette fois-ci extraterrestre, ça n'empêche que pour protéger Naruto, Kawaki a même été jusqu'à tuer Boruto. Et sans l'intervention de Momoshiki, c'en était fini de lui. Alors oui, pour moi, le cycle de la haine est toujours d'actualité dans Boruto.
Alors peut-être que si Ashura et Indra ont quitté Naruto et Sasuke, ils ont peut-être migré en Boruto et Kawaki. Et certains d'entre vous se demanderont peut-être pourquoi. Eh ben tout simplement pour perpétuer leur bataille idéologique. Et oui, je sais, cette théorie fausserait complètement ma théorie précédente. Mais malgré tout, cette théorie-là me semble bien plus cohérente que la précédente, puisque ça voudrait dire que Naruto et Sasuke ont brisé le cycle de la haine. Et n'ayant donc plus aucune raison d'habiter en eux, les deux frères auraient décidé de migrer en Kawaki et Boruto afin de perpétuer leur bataille idéologique. Et là, justement, ça tient complètement la route. D'un côté, Boruto souhaite préserver l'héritage des anciens. Il souhaite conserver le monde Shinobi tel qu'il est et le système mis en place. En revanche, Kawaki, et à l'image de Sasuke autrefois, semble vouloir complètement renverser ce système. Alors que va-t-il se passer par la suite? Personnellement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde Shinobi va subir de gros changements. Maintenant, le monde en sortira-t-il plus fort ou alors en sortira-t-il totalement détruit? On verra ça par la suite. En tout cas, plusieurs indices tendent à nous montrer le chemin. Et justement, j'ai une théorie dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais vous en reparler aujourd'hui. Moi, perso, j'y vois clairement un message. C'est pas pour rien si, comme par hasard, on voit tous les Hokage sauf Hashirama et Naruto. Comme par hasard, le premier Hokage, le fondateur de Konoha, celui qui a mis en place le système de villages cachés dans chaque pays, et qui, rappelons-le, lui aussi a imposé la paix durant son temps. Et comme par hasard, l'autre Hokage qu'on ne voit pas, c'est Naruto Uzumaki, le dernier Hokage à ce jour, et le seul après Hashirama à avoir imposé une véritable paix. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Comme par hasard, le premier Hokage et le dernier Hokage sont cachés. Alors moi, le message que j'y vois, c'est que soit le monde Shinobi va être détruit, donc le système de village, le système de Kage, etc., etc. Donc là, en gros, le monde Shinobi va vivre une énorme révolution. Pour moi, c'est soit cette option, soit il n'y a rien du tout et c'est juste une simple coïncidence. En tout cas, pour moi, des petits détails cachés comme ça, c'est pas fait par hasard. Alors restons vigilants et attendons de voir la suite. Naruto, 予言の子は間違いなくお前だ。あとは全て託すぞ。Ce que je kiffe le plus dans Naruto perso, c'est clairement les parallèles entre le héros et les autres persos. Que ce soit les antagonistes ou même les alliés, Kishimoto il arrive à chaque fois à relier leur histoire à celle de son héros, et c'est clairement l'un des trucs qui rend le manga aussi bon à mon avis. On pourrait parler de la relation Naruto-Sasuke bien sûr, et de tous les parallèles qu'il y a dans leur évolution. On pourrait parler de la relation Naruto-Nagato ou Naruto-Obito, ou comment montrer qu'avec des parcours similaires on peut devenir une personne complètement différente en fonction de nos choix et de notre entourage. Bref, tout plein de concepts que Kishimoto a voulu mettre en avant dans son manga, et qui font de Naruto une œuvre aussi réaliste, alors qu'elle se passe quand même dans un monde où les mecs peuvent marcher sur l'eau et crachent des gigaboules de feu. Et pour parler de ces relations et de leur côté réaliste, un bon exemple ce serait celui de la relation Naruto-Jiraiya. Quand Jiraiya il rencontre Naruto, il décide de l'entraîner parce qu'il sait que lui permettre de contrôler Kyuubi ce sera super important pour la suite. D'un côté, il sait que Minato lui a confié la clé du sceau de Naruto pour une bonne raison, et donc c'est en gros sa responsabilité de l'entraîner. En plus, il sait aussi que l'Akatsuki finira par lui tomber dessus pour lui voler Kyuubi, donc il se dit que c'est encore plus sa responsabilité d'empêcher que ça arrive. On sait que Jiraiya a assez vite fait le lien entre l'Akatsuki et le fait que Minato ait scellé Kyuubi en son fils, et que donc il a compris que les enjeux étaient énormes. Ça c'est d'ailleurs confirmé quand il parle avec Gero Tora, le crapaud parchemin, quand il lui explique que si Minato a utilisé l'emprisonnement des morts pour sceller Kyuubi, c'est qu'il a décidé de séparer les parties yin et yang du chakra de Kyuubi, et que donc c'était la preuve qu'il avait prévu de permettre à Naruto d'exploiter sa partie yang du chakra de Kyuubi. Ça, plus le fait qu'il a décidé de faire de son fils un Jinchuriki, ce qui est clairement pas un cadeau. Donc en gros, si Jiraiya entraîne Naruto à la base, c'est parce qu'il sait que c'est sa responsabilité, même s'il dit à Naruto que c'est aussi parce qu'il lui fait penser à Minato au même âge, et à mon avis c'est pas totalement faux, mais c'est surtout pour le motiver parce que clairement, à part physiquement, Naruto c'est pas vraiment le même délire que Minato, et ça c'est même Jiraiya qui le dit à Tsunade quelques années plus tard, donc bon. Bref, là où ça devient intéressant, c'est que malgré tout ça, Jiraiya il finit par réaliser petit à petit que Naruto il est vraiment spécial. Déjà, Naruto c'est un gars qui compense son manque de talent dans les arts ninja par une volonté de fou furieux, donc Jiraiya forcément il se reconnaît en lui. Pour Jiraiya, la plus grande qualité d'un shinobi, c'est sa ténacité et sa capacité à pas abandonner. Et ça tombe bien puisqu'avant même de le rencontrer, Naruto avait déjà compris un truc super important, le monde shinobi est cruel, injuste, et il avait déjà décidé de s'opposer à cette fatalité. Comme Jiraiya, Naruto il a déjà compris que le shinobi c'est celui qui endure pour le bien commun, mais contrairement à beaucoup d'autres, Naruto il est déterminé à faire bouger les choses par l'action.
Jiraiya, lui, c'est un mec qui a la foi. Il est persuadé que les hommes peuvent s'entendre via le dialogue, le partage et la tolérance. Et ça, c'est quelque chose qu'il va enseigner à Naruto, et ce sera super important pour le personnage d'ailleurs. Mais là où ça devient incroyable, c'est que Naruto aussi, il va en quelque sorte permettre à Jiraiya d'évoluer. Parce que même s'ils se ressemblent beaucoup sur plein de points, Jiraiya, il a une vision beaucoup plus pragmatique que Naruto. Sûrement à cause des désillusions qu'il a vécues. Prenons l'exemple de Sasuke. Jiraiya a beau lui dire de laisser tomber, qu'une fois qu'un shinobi est parti sur le chemin de la haine, il n'y a plus rien à faire, comme il l'a vu avec Orochimaru lui-même, mais Naruto lui, il refuse de l'écouter. Il reviendra pas sur sa parole parce que c'est son Indo. Et rien que ça, c'est le début d'un nouvel arc narratif pour Jiraiya. En fait, lui, comme j'ai dit, c'est un genre d'homme de foi. Il a consacré sa vie à chercher l'enfant de la prophétie, dont lui avait parlé le grand sage Gamamaru, en espérant le guider pour qu'il devienne le sauveur du monde shinobi. Parce que Gamamaru, il a été assez clair. Jiraiya devra faire un choix, et de ce choix résultera soit l'anéantissement, soit la prospérité du monde shinobi. Il a d'abord pensé que cet enfant c'était Nagato, mais quand il a été porté disparu et qu'il a rencontré Minato, il a changé son point de vue. Après ça, Minato est mort, et en plus Orochimaru a quitté le village sans qu'il arrive à l'en empêcher, pour ensuite revenir, attaquer le village et tuer leur maître Hiruzen. Bref, on comprend assez bien pourquoi au début du manga on a un Jiraiya un peu désabusé, et même s'il garde la foi, sa confiance en lui et ses choix est clairement pas au top. Mais grâce à Naruto, Jiraiya il va comprendre que l'important c'est pas seulement d'avoir la foi, c'est aussi d'avoir le courage de pas abandonner pour défendre ses convictions. Et donc grâce à l'influence de Naruto, ce même Jiraiya qui avait abandonné l'idée de sauver son ami, abandonné l'idée de pouvoir accomplir la tâche que le grand sage des crapauds lui avait confiée, et qui était même sur le point d'abandonner sa propre vie, et bah il comprend grâce à Naruto dans les derniers instants de son combat contre Pain que le choix qu'il devait faire était juste devant lui. Abandonner ou pas abandonner, c'était ça le choix. Et en repensant à Naruto et à tout ce qu'il lui avait légué, il décide bien sûr de pas abandonner, et il arrive même à reprendre connaissance alors que son cœur s'était totalement arrêté pour confier la suite à Naruto. Bref, on a là l'exemple parfait de pourquoi les relations entre Naruto et les autres persos sont incroyables. Ils s'influencent mutuellement, peu importe leurs différences ou leurs points communs, et l'influence du héros sur ses ennemis comme ses alliés leur permet toujours de devenir des meilleures personnes. Itachi-san, あなたの言った通りですね。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。 S'il y a bien quelque chose qui donne un sens à ce qui a été, c'est bien sa fin. Ainsi, c'est uniquement lorsqu'on meurt qu'on peut savoir qui on a été de notre vivant. En effet, comme l'a dit Itachi, personne n'a le droit de nous juger avant la fin. Car du début à la fin, l'homme est capable de tout, du pire comme du meilleur. Et ça se confirme avec Itachi lui-même. Là où le génie était perçu comme la relève du clan, il finira malheureusement par l'anéantir complètement. Et c'est aussi le cas pour Obito, Nagato, Madara et bien d'autres. Et même s'ils n'ont pas tous anéanti leur clan, ils étaient tous promis à un bien meilleur avenir. Mais tout comme on connaît un résultat à la fin d'un match, c'est à la fin d'une vie qu'on peut réellement savoir qui a été une personne. Et justement, on a tendance à dire que les Obito, Nagato et Madara ont tous échoué. Et en réalité, c'est pas totalement vrai, parce que oui, idéologiquement, ils ont perdu leur bataille face à Naruto. Pour Madara, c'était face à Hashirama et Naruto. Mais quelque part, ça n'empêche que ces personnes-là ont quand même sauvé le monde. Parce que oui, si Nagato n'avait pas utilisé le Rinne Tensei, jamais Kakashi serait revenu, ou encore toutes les autres personnes qui ont perdu la vie ce jour-là. Et maintenant, sans l'aide de Obito, bah il y aurait tout simplement pas Boruto. Parce que dans ce cas-là, Naruto ne serait jamais revenu à la vie, et il y aurait jamais eu les affrontements contre Kaguya. Donc oui, Obito était indispensable pour la fin de Naruto. Et maintenant, pour Madara, c'est très différent. Idéologiquement, ça a été une très grosse défaite pour Madara. Jusqu'au bout, il a été déterminé, et malgré les défaites face à Hashirama, il a continué à croire en son rêve. Il était tellement déterminé qu'il lui a fallu mourir 3 fois. Une fois, c'est suffisant normalement. 2 fois, bizarre. 3 fois, bon, enfin. Maintenant, pour Itachi, c'est tout simplement un héros. Non seulement il a pris sur lui le fardeau de Konoha, et quand je parle de Konoha, c'est pas seulement le village, c'est aussi et surtout les dirigeants, et ça, Itachi l'a fait à seulement 14 ans. À cet âge-là, c'est incroyable. Éliminer son clan, éliminer sa propre famille et endurer toute la haine de son frère durant des années, c'est tout simplement la démonstration d'une volonté ardente. Et honnêtement, hormis Hashirama et encore, je vois personne qui a une volonté aussi brûlante que celle d'Itachi. Et justement, si je dis Hashirama, c'est parce que Hashirama est l'instaurateur de cette volonté du feu. Itachi et bon nombre de ninjas ont hérité de sa volonté. Et justement, on se rend compte que Itachi a décidé de suivre la voie de Hashirama. Car peu importe ce qui pourrait s'opposer face à Konoha, le plus important c'est le village. Et là où même son propre clan a décidé de se dresser contre le village, Itachi a choisi de protéger Konoha. Alors oui, les choix d'Itachi désignent bel et bien qui il a été durant son vivant.
Alors au final, comme il finira par le dire, il était Itachi Uchiwa de Konoha. D'ailleurs, puisqu'on parle de fin, on ne peut pas passer sans parler de Jiraiya. Lui qui pensait être sur une succession d'échecs, en ayant échoué à ramener Orochimaru au village, en se faisant repousser par Tsunade, mais encore plus en ayant échoué à faire de Nagato le sauveur, Jiraiya décida de céder la plume à Naruto. Ainsi, avec toute la confiance qu'il avait portée à Naruto, il accomplira finalement son rôle en faisant de Naruto le sauveur du monde Shinobi. Et maintenant, puisqu'on parle de la fin des personnages, j'aimerais aussi parler de Neji Hyuga. Car s'il y a bien un personnage qui a terminé son évolution dans Naruto, c'est bien lui. D'ailleurs, oui, moi aussi j'aurais préféré que Neji vive plus longtemps. Non seulement parce que c'est un personnage que j'admire beaucoup, mais aussi parce que c'est un personnage que j'aurais voulu voir évoluer. Et quand je parle d'évolution, je parle pas d'évolution scénaristique forcément, je parle surtout de niveau puissance. Parce que oui, moi aussi j'aurais voulu voir de quoi était réellement capable Neji, parce qu'il avait un énorme potentiel, mais malheureusement, je trouve qu'on l'a pas assez exploité. Enfin bref, maintenant, pour revenir à la fin de Neji, comme on l'a dit, c'est à sa manière de mourir qu'on reconnaît la valeur d'un shinobi. Mais aussi, c'est lorsque la mort frappe le ninja qu'on sait qui il a été lors de son vivant. Alors, qui a vraiment été Neji Hyuga? Bon, premièrement, à la façon de mourir, on pourrait dire que ça a été un simple membre de la Bunke. Il n'a servi qu'à accomplir son rôle, c'est-à-dire protéger Hinata, membre de la branche principale. Et en plus de ça, il a eu une mort OSEF sur 10 en se faisant transpercer par des bâtons de bois. Ça, c'est ce que diraient la plupart des gens. Mais moi, personnellement, je dirais plutôt que Neji est mort en héros. Non seulement il a protégé Hinata parce que Hinata était là pour protéger Naruto, alors déjà, si Hinata avait perdu la vie, Naruto aurait déjà pété les plombs et il aurait peut-être basculé du mauvais côté. Et honnêtement, sans Naruto, le projet Œil de Lune aurait abouti bien plus tôt. Alors non seulement Madara aurait fini par gagner, mais en plus de ça, on n'aurait pas eu le mariage de Naruto et Hinata, et donc on n'aurait pas eu Boruto et tout ce qui va avec. Car comme l'a dit Neji, une multitude de vies dépendent de celle de Naruto. Et maintenant, pour sa manière de mourir, beaucoup disent que Neji est mort comme un simple membre de la Bunke. Alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Il est mort comme un membre de l'Alliance. Parce que oui, Neji était libre de faire ce choix. Il ne l'a pas fait pour accomplir son rôle, mais bien pour protéger Hinata et Naruto. Alors, il s'est sacrifié pour le bien commun de toute l'Alliance Shinobi. Car sans Naruto, on le sait, il n'y aurait plus aucun moyen de gagner la guerre. Alors, comme beaucoup d'autres, Neji est mort comme un héros, protégeant non seulement Konoha, mais aussi et indirectement tout le monde Shinobi. Voilà, maintenant s'il y a un personnage dont j'ai vraiment envie de parler, ce sera Sasuke Uchiwa. Nisan. もうすぐ会える。 C'est un secret pour absolument personne. Depuis qu'il a perdu son bras et qu'il a perdu son Rinnegan, il est extrêmement nerf et donc il est bien plus vulnérable aux prochaines menaces. Alors on sait très bien que face à Code, Daimon ou je ne sais qui, ce sera très difficile pour Sasuke. Par contre, il faut pas croire que Sasuke est devenu un fragile. Malgré qu'il soit extrêmement nerf, il reste un personnage extrêmement puissant. Cependant, face aux prochaines menaces, ça risque d'être très compliqué comme je l'ai dit. Mais malgré tout, on sait que Sasuke ne reculera devant rien, mais absolument rien, pour protéger Konoha. Car même si la plupart des habitants lui ont pardonné, ça n'empêche que Sasuke se sent quand même redevable. On sait tous que au fond de lui, il a toujours cette culpabilité et ces regrets qui le rongent. Alors, il n'y a absolument aucun doute, mais vraiment aucun, que Sasuke irait jusqu'à donner sa vie pour protéger Konoha. Malheureusement, dans Boruto, les événements actuels font que le village tout entier s'oppose à Boruto. Et même si Sarada n'a pas l'air d'être touché par le jutsu de Eida, c'est pas le cas pour le reste du village. Alors, est-ce que Sasuke est lui aussi touché ou pas ? Personnellement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il est touché, Sasuke dispose de plusieurs moyens pour s'en rendre compte. Que ce soit le bandeau frontal, des photos ou bien encore d'autres stratagèmes, personnellement, je suis sûr à 100% que si Sasuke est touché, il finira par s'en libérer. Et alors, s'il parvient à se libérer de ce Shinjutsu, Sasuke devra très certainement faire face au village entier pour protéger Boruto. Sauf que, comme on l'a dit, Sasuke souhaite par-dessus tout protéger le village. Alors, qu'adviendra-t-il de Sasuke? Pour l'instant, on ne peut que théoriser, mais en tout cas, tout est fait pour que Sasuke vienne à mourir. Que ce soit l'éveil du Mangekyou Sharingan de Sarada, ou alors la raison pour laquelle Boruto porte la tenue entière de Sasuke, mais aussi et surtout pour se racheter de Konoha, peut-être, et je dis bien peut-être, que Sasuke viendra à se faire tuer par un membre du village. Lui qui autrefois souhaitait porter la haine de tout le monde sur le dos, qui durant des années a été le Hokage de l'ombre comme l'a été son frère Itachi, peut-être que Sasuke trouvera la paix en mourant face au village. En tout cas, tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est théoriser. Alors quoi qu'il advienne, j'espère que Sasuke aura une belle et digne fin.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, donner votre avis en commentaire et de partager la vidéo. Un grand merci à Contre-Culture pour la participation. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, le lien est en description. Et avant de partir, merci pour les 2000 abonnés. Franchement, c'est passé giga vite. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés, qui likent les vidéos, qui sont là dans les commentaires, qui sont toujours là présents pour regarder les vidéos. Merci à vous tous. Donc voilà, merci encore une fois. Et ne changez pas. Continuez comme ça fait plaisir. Bref, maintenant il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.